Quel lancement! Merci Michel. Je suis donc Benoît Tulane et il s'agit de parler d'émotion avec une caractéristique assez intéressante de ce thème, c'est que tout le monde sait ce que c'est jusqu'à ce que vous essayiez de le définir précisément. C'est un peu ce que disaient les psychologues Russell, qui est de dire c'est un phénomène qui est connu par chacun, intimement connu par chacun, quotidiennement, et pour autant quand on essaie de le décrire, là ça devient compliqué. Et à ce moment-là, on arrive sur un certain nombre de champs d'expertise qui sont très poussés. On peut avoir le champ du comédien qui utilise les émotions, qui sait les faire renaître. On peut avoir le champ du psychologue, du psychanalyste qui va chercher les éléments, les ancrages. On peut avoir les neurosciences qui viennent nous chercher sur ce sujet-là. Autant de champs de grandes spécialités qui viennent rechercher quelque chose sur la notion des émotions. On a un souci en tant que négociateur, c'est qu'il ne s'agit pas d'être spécialiste de chacun de ces champs conjointement ou même séparément. On a notre boulot de négociateur. Et donc comment on fait pour traiter ce sujet des émotions dans la négociation, parce qu'une certitude c'est que ça perturbe ou ça favorise en fonction des natures d'émotions que vous générez, mais il y a bien un sujet émotionnel qui est très puissant dans la négociation. Donc notre enjeu là, dans les 20 minutes, c'est à la fois, dans un premier temps, d'essayer je vais vous proposer une description de la mécanique émotionnelle, sans décrire précisément ce qu'est une émotion. En tout cas, il y a une certitude, c'est qu'il y a une mécanique qui se met en place. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est de savoir à quel endroit on peut intervenir en négociation. Et puis, de pouvoir vous présenter la percée conceptuelle, hein, comme Michel aime à le présenter, la percée conceptuelle de l'équipe de Roger Fisher, avec Dan Shapiro, enfin l'équipe d'Harvard, qui permet de pouvoir utiliser de manière très claire pour des négociateurs un élément de préparation émotionnelle qui soit très outillé et parfaitement opérationnel. Ah, ça c'est de la promesse quand même. Alors on y va. Au début. Pardon ? 20 minutes. En 20 minutes. L'émotion, c'est un mécanisme. Un mécanisme que j'essaie de vous présenter là de manière très claire. D'abord, on a une situation en négociation par exemple, et par rapport à cette situation, eh bien, j'ai une certaine perception. Donc on est très en lien évidemment avec ma perception des choses, le filtre que je me donne. Si j'ai mon partenaire de négociation qui me dit « Enfin, monsieur Tulane, c'est pas tout à fait professionnel de présenter les choses comme ça », c'est une situation, et j'ai ma propre perception. Qu'est-ce que ça fait chez moi? Qu'est-ce que ça veut dire que mon partenaire utilise cette phrase? Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui exprime un désaccord? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas compris ce que je voulais dire? Ou est-ce que c'est une attaque personnelle? Comment il me traite d'incompétent, il me traite de non professionnel? En fonction de ma perception, une émotion va intervenir. Et l'émotion est une information qui me vient et qui me dit précisément, rapidement, ce qu'il se passe dans cette situation, en fonction de mon filtre. Hein. Mais j'ai un filtre qui est mis en place, et en fonction de ma perception, si je sens qu'il y a danger, mon émotion intervient immédiatement, extrêmement rapidement, et si c'est le danger, ça va être l'émotion de peur. Si c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un obstacle, ça va être une émotion de colère, de nature de la colère. Si c'est une satisfaction, ça va être l'émotion joie. Si c'est une perte, il y a quelque chose, une porte qui se ferme, ça va être l'émotion plutôt tristesse, si on a 50 catégories. Et l'émotion intervient. Que se passe-t-il? Pour le moment, c'est juste une information que je suis capable d'identifier. Et l'émotion va mécaniquement, ça c'est pas un phénomène que je contrôle, hein, l'émotion va mécaniquement générer une réaction. Une réaction métabolique. Quand j'ai peur, j'ai une injection d'adrénaline, que je vais avoir mon cœur qui effectivement va mécaniquement se mettre en route. J'ai une réaction métabolique, et l'objet de cette réaction métabolique, parce qu'elle a bien un sens, c'est de me permettre une adaptation à la situation préalable. Voilà la mécanique de l'émotion. Quand j'ai peur,
j'ai une réaction métabolique qui va me permettre de courir plus vite que je ne suis capable de courir dans la situation réelle. C'est des super pouvoirs que vous offre votre émotion. En vrai, quand vous êtes très en colère, vous êtes capable de casser quelque chose que vous ne seriez pas physiquement capable de briser si vous n'étiez pas dans cette émotion-là. Je vois le boxeur, monsieur, qui sourit, qui fait « oui. » Donc c'est très lié évidemment à la préparation mentale. Alors, voilà la mécanique. L'idée, jusqu'à présent, et généralement, quand vous êtes négociateur et que vous avez une émotion forte, vous avez votre manager qui vient vous voir en disant « mais contenez-vous mon garçon, contenez-vous, faites en sorte de rester professionnel ». Et donc l'idée, c'est que, initialement, ce qu'on peut faire par rapport aux émotions, c'est d'aller travailler à cet endroit-là, sur la manifestation physique de tout ce phénomène. Donc, d'aller travailler complètement au bout du mécanisme. Alors ça marche, et notamment, quand je suis préparé physiquement, j'ai une meilleure capacité à pouvoir réguler ces manifestations, que j'apprends effectivement à pouvoir me contenir. C'est une chose, ça fonctionne. Pour autant, c'est pas l'endroit où c'est le plus efficace. L'idée, ça n'est pas de contrer les manifestations d'un vieux truc animal qui n'est pas professionnel et dont il faudrait se méfier. L'idée, c'est bien plus de faire une alliance entre ce que je pense dans mon cerveau et puis mon émotion, ce que je ressens. Parce que l'émotion, c'est une information pour pouvoir réagir. Et donc, il y a deux autres endroits sur lesquels vous pouvez agir sur votre émotion, beaucoup plus efficacement que simplement de limiter les manifestations. Le premier, c'est sur, lorsque je ressens une émotion, d'être capable de l'identifier et de pouvoir en parler, de pouvoir l'exprimer. Et là, tous ceux d'entre vous, celles d'entre vous qui est sur les stages de négo, c'est un outil, c'est déjà dans votre boîte à outils. Le fait d'exprimer l'émotion sans culpabiliser, le fait d'utiliser le message « je » plutôt que le « tu qui tue », le fait d'être en égo, pas d'égo, autant d'éléments peut-être qui vous rappellent les éléments. Le fait d'exprimer son émotion vient, comme l'émotion a été identifiée et reconnue, ça limite extraordinairement la manifestation automatique. Émotion, c'est quelque chose qui sort, c'est un mouvement vers l'extérieur. Si vous l'exprimez, ce mouvement vers l'extérieur, il est OK, ça marche. Donc là, vous avez déjà cet élément-là. Et ce qu'on souhaite rajouter aujourd'hui, dès dans le stage émotion en négociation, c'est d'agir au niveau de la perception, qui est de dire, si j'ai une émotion, c'est que je perçois la situation de telle ou telle manière. Et donc il y a bien des déclencheurs. Notre boulot, ça va être d'agir sur les déclencheurs. Alors on peut agir, et c'est du développement personnel, donc on peut agir de plein de manières, à aller regarder au fond de soi quels sont ces fameux filtres, quels sont ces fameux éléments qui me font réagir, pourquoi ce type de personnalité me fait réagir, pourquoi ce type de difficulté me fait particulièrement réagir. C'est du développement personnel, et évidemment, je vous invite à être dans cette démarche-là, et je suis sûr que si vous êtes dans cette salle, probablement c'est déjà largement en tête. Pour autant, au-delà de cette démarche de fond, il y a la percée conceptuelle que j'aimerais vous présenter, qui permet d'être beaucoup plus opérationnel sur le sujet. Et la percée conceptuelle, donc, on a là Dan Shapiro, aux côtés de Roger Fisher, ce sont les 5 préoccupations centrales. Avec une vision que les Américains savent super bien faire, en disant c'est un truc qu'on ne sait pas bien déterminer, on ne sait pas trop ce que c'est, pour autant on sait que ça a des conséquences manifestes sur les négos. Donc, quels sont les déclencheurs? Et identifions ces déclencheurs. En les identifiant, le truc est très simple, c'est quand ces préoccupations centrales, donc ces déclencheurs, ces besoins-là, qui vont déclencher des émotions, quand ces préoccupations centrales ne sont pas satisfaites, ça génère des émotions, on va dire, négatives, même si on pourrait, en tout cas, perturbantes, le terme est plus juste. Et quand ces préoccupations centrales sont satisfaites, ça génère des émotions qui sont positives, disons plutôt facilitantes. Je me mets, moi, dans une émotion qui favorise la coopération, et je suis capable d'influer sur l'autre pour qu'il soit dans les meilleures dispositions émotionnelles pour être dans la coopération. Voilà, on a un sujet super opérationnel.
Quelles sont donc ces 5 préoccupations centrales? Eh bien, je vous les liste, puis ensuite je vous donnerai trois exemples avec les outils qui sont associés. Là aussi, on serait trop long en détaillant tout. Le premier, c'est l'appréciation. Il y a un besoin, une préoccupation centrale d'être reconnu, d'être compris, d'être entendu. C'est la première. La deuxième, c'est la préoccupation centrale d'affiliation. C'est le fait de créer du lien. C'est la notion, et on retrouve ça évidemment, c'est complètement collé aux 7 éléments clés de la stratégie des gains mutuels. Le premier élément, c'est d'avoir un objectif commun. La relation, c'est d'être en partenaire. Donc on retrouve ces éléments-là. Donc comment créer du lien? Et il y a des outils qui sont très précis, qui permettent de pouvoir préparer cette notion-là. La troisième, c'est la notion d'autonomie. Il s'agit que vous soyez et que votre interlocuteur, votre partenaire de négociation, soit en mesure de décider ou de contribuer à la décision. Le pire étant, enfin l'exact inverse, c'est vous êtes l'acheteur, vous avez un fournisseur, vous arrivez avec vos conditions générales, puis tout est plié avec le tarif, et vous dites signez en bas, de toute façon je suis en condition de force. Bon. Là, il n'y a pas beaucoup d'autonomie. Il n'y a pas beaucoup de gains mutuels non plus. Mais en tout cas, c'est pour illustrer le fait que là, vous avez la préoccupation centrale d'autonomie, là, elle est manifestement insatisfaite. Et ça va générer quelque chose. Si vous avez été dans ces situations, vous les connaissez. La quatrième, c'est la notion de statut. J'ai un certain statut. Et que ce soit une notion de niveau hiérarchique, de statut d'interlocuteur privilégié, d'avoir un statut de spécialiste de quelque chose, d'avoir un statut de diplômé de quelque chose, d'avoir simplement un âge, d'avoir une expérience, d'avoir une certaine culture. Tout ça, tous ces éléments-là sont des éléments de statut. Et si vous êtes reconnu dans votre statut, alors ça vous met dans des dispositions favorables. Si vous n'êtes pas reconnu, ça vous met dans des dispositions défavorables. Vous avez probablement assisté à, et c'est très vrai dans le domaine technique, assisté à un petit jeune qui arrive et qui se la pète sur des sujets techniques, et vous êtes en face, vous avez 15 ans de métier, et il vous reconnaît, vous sentez bien qu'il ne vous reconnaît pas cette notion d'expérience, hein, vous sentez bien ça, ben, ça gratte. Vous disant, mais qui est ce petit sacripant? Et le cinquième, c'est la notion de rôle. Quel rôle jouons-nous? Et donc de reconnaître la notion de rôle, et c'est notamment c'est là où il y a une influence en termes de construction qui est très forte en termes de préparation. Quel est le rôle que nous donnons? On peut être négociateur dans une négociation très difficile, avec une négociation qui est quasiment bloquée, et pour autant on est face à face. Si je n'investis pas un rôle qui est de dire je me reconnais, la situation elle est bloquée, elle est difficile, on a des intérêts qui sont très divergents, on va dire ça comme ça va être difficile de trouver un accord. Pour autant, si nous sommes là dans cette salle, c'est que, et vous et moi, nous avons ce rôle d'être des fluidificateurs, nous avons ce rôle d'être ceux qui vont permettre de sortir de cette situation bloquée. Nous avons le rôle de trouveur de solutions, nous avons un rôle d'explorateur, et vous et moi. Et le fait de construire un rôle va permettre de pouvoir mettre les deux partenaires, alors évidemment ça résonne, hein, vous voyez bien sur la notion d'affiliation, de créer du lien, et d'objectifs communs. Ça va sur les 5 ? Enfin, c'est un réflexe plutôt de formateur. Il me reste 5 minutes, tout pile, pour détailler des techniques de préparation par rapport à ces 5 préoccupations centrales, par rapport à 3. La première, c'est l'appréciation. Comment générer de l'appréciation? Je vous donne un exemple. J'avais, il y a quelques jours, une négociatrice qui négociait pour la France, donc c'est une institution française, qui négociait auprès d'autorités supranationales, donc européennes. Super compétente, une ingénieure terrible, c'est un domaine extrêmement technique. Et en face d'elle, elle avait quelqu'un qui est de notoriété publique, affreusement misogyne. C'est-à-dire, le terme est assez faible. C'est-à-dire qu'il a une attitude
de mépris envers la femme qui est proprement scandaleuse, si je le prends par rapport à mes références. Et c'est connu de tout le monde. Et l'information a été rapportée à la fois aux institutions françaises de manière à ce qu'on puisse un peu modérer le comportement de ce type-là, où c'est quand même très limite. Et ce type-là a été maintenu dans ses fonctions. C'est son interlocuteur. Dont acte. Comment je fais pour créer de l'appréciation? Et on peut imaginer qu'elle avait soit, enfin ça pourrait être soit de la crainte, soit de la colère, elle a envie de l'emplafonner pour être tout à fait clair. Comment je fais pour être dans des bonnes dispositions, en préparation émotionnelle, dans cette situation-là qui est donnée et qui est celle avec laquelle je dois faire? Un outil, ça s'appelle le PEA. Alors, souvenez-vous comme les... Bon. Il s'agit de créer du mérite, de trouver du mérite à son interlocuteur. Et le P, c'est ce qu'il pense. Alors là, ça peut être compliqué en disant, mais ce qui se pense, comment voulez-vous que je trouve du mérite à ce qui se pense? C'est une espèce de Harvey Weinstein terrible. Eh ben non. C'est-à-dire que ce qui était très étonnant, c'est que quand ma cliente, quand on en a parlé, elle m'en a parlé pendant 15 minutes et elle s'est focalisée sur ce sujet-là pendant 15 minutes. Vous rendez-vous compte, il agit de cette manière-là, il fait ça, il fait ceci, comment voulez-vous qu'on travaille? Eh bien le PEA, c'est de dire, mais attendez, ça c'est une dimension, mais au travers de ça, professionnellement, qu'est-ce qu'il pense, stratégiquement, qu'est-ce qu'il pense, techniquement, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il porte, qu'est-ce que vous pouvez valoriser, avec quoi vous pouvez vous associer, avec quoi vous pouvez être d'accord, avec quoi vous pouvez... Enfin, qu'est-ce que vous, dans ce qu'il pense, qu'est-ce que vous pourrez reconnaître comme étant effectivement valorisant? Ce type a un vrai mérite, s'il est là, c'est pas pour rien. Ce qu'il pense. Le E, c'est ce qu'il éprouve. C'est probablement. Alors, qu'est-ce qu'il éprouve? Est-ce qu'il est extrêmement rigoureux et justement, il n'éprouve rien? Donc, ça peut être un élément. Ou il peut avoir un sentiment de fierté très fort. Ou il peut avoir un sentiment d'enthousiasme ou de persévérance ou quelque chose d'énergie, de comment il se comporte et dans la manière dont il se comporte au-delà de sa misogynie. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux vraiment reconnaître? En vrai, hein. C'est pas de la flatterie, sinon ça ne marchera pas. Mais que je peux vraiment ancrer. Et puis le troisième, le A du PEA, c'est dans ce qu'il accomplit. Concrètement, dans ce qu'il fait, qu'est-ce que je peux reconnaître comme mérite? Où est-ce que je peux trouver du mérite? Et ça peut être dans son œuvre, dans les résultats qu'il a obtenus, mais c'est aussi dans le process. C'est quelqu'un qui a une capacité de reformulation qui est remarquable, quelqu'un qui a une capacité de synthèse qui est remarquable, quelqu'un qui va avoir la capacité de rentrer dans les détails de manière remarquable. Ses comptes rendus sont formidables, l'organisation est formidable, c'est quelqu'un qui est toujours à l'heure. Que sais-je dans ce qu'il fait? Où est-ce que je peux trouver du mérite? Et ben c'est assez court, hein. On a travaillé juste 10 minutes avec cette grille-là, et en 10 minutes, elle est passée d'une focalisation sur un Harvey Weinstein qui était un monstre, à « ok, je peux avoir quelqu'un, je peux avoir quelqu'un, on peut bosser ensemble ». C'est un outil formidable. Il me reste 0 minute pour pouvoir traiter le sujet de l'affiliation. Alors peut-être celui-là, l'affiliation, je vous avais dit 3, donc je vais tenir ma promesse. L'affiliation, c'est comment je crée du lien. Un objectif commun, et ça va être sur, prenez le CV de votre négociateur, et trouvez des espaces où, là où il est né, la ville où il a grandi, les études qu'il a faites, les entreprises dans lesquelles il est passé, ses hobbies, etc. Et faites en sorte de trouver des éléments qui vous parlent, ou en disant « Ah, bah dis donc, c'est étonnant, on a fait la même école », donc c'est assez facile. Mais faites-le, parce que ça crée de la proximité émotionnelle entre les deux. Et un outil génial, c'est où est-ce que je peux lui demander conseil. Notez ça dans votre préparation. À quel endroit je peux lui demander conseil? Exemple, c'est quelqu'un qui a été expatrié pendant 3 ans à Berlin, et vous avez votre gamin qui prévoit ses études en Allemagne. C'est un espace où je pourrais lui dire « Ah, simplement, ça n'a rien à voir, mais... j'ai vu que vous aviez été 3 ans à Berlin, mon fils devrait y aller l'année prochaine. Est-ce que vous avez quelques conseils à me donner? » Et l'idée de demander du conseil à la partie, qui n'est pas la partie adverse,
est un élément qui crée une proximité émotionnelle qui est très puissante. C'est vraiment un levier pour faire du lien. La dernière, en un mot, et même en un acronyme, c'est le SCAD. C'est-à-dire systématiquement consulter avant de décider. L'exemple, c'est le téléopérateur qui vient vous chercher et qui veut un rendez-vous chez vous, qui vous démarche. Et à la fin, il vous dit, bon, alors on se voit mardi ou mercredi. Là, il vous propose une alternative, ce qui est infiniment plus efficace que, bon, alors, on prend rendez-vous, oui ou non? Enfin, on prend rendez-vous, bref. Donc c'est une alternative un peu éculée, qui n'est pas forcément extrêmement convaincante dans ce cas précis, mais c'est plutôt que à quels endroits, et c'est là où c'est un élément de préparation émotionnelle, à quel endroit vous pouvez générer des alternatives qui sont équivalentes pour vous, mais qui vont donner vraiment ce sentiment réel, c'est pas un truc, que l'autre fait partie et contribue à l'accord initial, il a une certaine autonomie. Voilà, pour 3 outils, pour 3 des 5 préoccupations centrales. Et donc, en travaillant de cette manière-là, en préparation émotionnelle, vous vous donnez le maximum de chances de générer chez votre interlocuteur des émotions qui sont favorables et qui vont laisser la place à la coopération. Merci beaucoup. Merci Benoît.